Europe Matin Week-end, Thierry Dagiral. L'invité actu de ce dimanche matin, 7h11, le général Jean-Paul Paloméros. Bonjour. Bonjour, monsieur. Ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, ancien commandeur suprême de l'OTAN. On est le 8 mai, on commémore la fin de la guerre 39-45 en Europe. Demain, lundi, nous serons le 9 mai. La Russie va célébrer le jour de la victoire contre le nazisme. Il faut s'attendre, selon vous, à une démonstration de force en Ukraine de la part de l'armée russe? Je pense que la démonstration de force aura plutôt lieu au-dessus de la place rouge, avec le grand défilé et l'exposition de capacités militaires russes. Parce que je pense qu'en Ukraine, la Russie, M. Poutine fait le maximum d'ores et déjà pour essayer d'atteindre ses objectifs, ce qui est difficile pour lui. Donc, je ne crois pas, je pense que ça va continuer. On pourrait voir peut-être quelques frappes particulières, mais j'en suis même pas certain. Sur place, la situation en tout cas est plus que confuse. À Mariupol, les forces russes ont attaqué l'usine Azovstal en début de semaine avant de décréter ce cessez-le-feu de 3 jours jeudi. Le but est d'évacuer les civils. Visiblement, ce cessez-le-feu n'est pas respecté, même si des civils ont pu sortir de l'usine. À quoi joue réellement Vladimir Poutine? Pourquoi ce chaud et froid constant? Je crois que Mariupol, pour lui, c'est un symbole. Bien sûr. C'est la ville qui a résisté en 2014, qui n'a pas été prise à ce moment-là. C'est une ville qui aurait dû tomber relativement facilement, puisque c'était à portée de fusil de l'implantation russe, des forces russes, qui étaient en Crimée, qui étaient évidemment dans le Donbass. Donc, je crois qu'il veut faire un exemple de Mariupol, et malheureusement, il met cette ville martyre au supplice. Il ne s'attendait pas à une riposte ukrainienne? Il devait s'y attendre, mais pas sous cette forme-là. Si vous voulez, ce dernier bastion, c'est ce qui donne une dimension encore plus dramatique, encore plus tragique au sort de Mariupol, alors que Mariupol a été rasé. C'est une victoire à la Pyrrhus pour Poutine. Général Paloméros, demain, donc le 9 mai, il y aura une parade sur la place rouge. Il devrait y avoir le fameux avion anti-apocalypse. C'est presque un bunker volant. Il est là pour transporter, on le sait, notamment le chef du Kremlin en cas de guerre nucléaire. Est-ce qu'il faut y voir un signe alors qu'on reparle d'une guerre nucléaire, selon vous? Alors c'est vrai qu'on ne l'avait pas vu, je crois, depuis 2010. Ils ont une flotte de 4 avions, mais en fait, il n'y en a que 3 qui sont opérationnels, d'après ce qu'on sait. Les Américains ont l'équivalent, donc c'est pas très surprenant. C'est des avions qui sont faits pour effectivement permettre au président, au chef de l'État, de pouvoir déclencher éventuellement des frappes nucléaires. S'il est en situation, s'il est à risque, si le pouvoir est à risque, ça lui permet d'assurer la continuité en fait de son autorité. Et ces avions sont protégés spécifiquement contre les effets des bombes nucléaires, en particulier les impulsions électromagnétiques qui brouillent à ce moment-là les communications. Cette guerre nucléaire, elle est envisageable? La Russie a simulé des tirs de missiles à capacité nucléaire ces derniers jours. Ça fait partie de ce qu'on appelle la gesticulation dans le langage militaire. On montre sa puissance, souhaitons-le, pour ne pas avoir à s'en servir. En tout cas, ça c'est notre stratégie occidentale. La France a une dissuasion nationale, indépendante. Et notre concept, c'est que la dissuasion doit dissuader. Ce n'est pas une arme d'emploi. Les Russes laissent planer ce doute, et c'est ça qui est un peu embêtant. Et c'est vrai qu'ils sont à portée de fusil, en particulier dans l'enclave de Kaliningrad, à côté de la Lituanie. On a du mal quand même à voir l'intérêt de toute frappe nucléaire, fût-elle de moindre intensité. Ça déclencherait un phénomène en cascade qui serait très difficile d'arrêter. Le général Jean-Paul Paloméros avec nous ce matin sur Europe 1. On est le 8 mai. Hier, lors de la cérémonie d'investiture, le président Macron a rendu un hommage fort, appuyé à l'armée. Il va rendre encore hommage à nos armées ce matin. Est-ce que la France est bien protégée, est assez protégée en cas d'attaque? Alors, évidemment, c'est tout le débat du niveau d'investissement, du niveau de notre défense. D'abord,
nous avons au fil des années, enfin la France, au fil des années, consolidé ses capacités de dissuasion. Aujourd'hui, elle possède 2 composantes distinctes et complémentaires, une composante sous-marine et une composante aérienne. Donc ça, c'est quand même, et qui ont été modernisées au meilleur niveau mondial. Je peux en attester. Donc ça, c'est quand même la garantie ultime. Derrière tout ça, il y a eu au moins depuis 2014, 2017, des efforts pour remonter en puissance parce qu'on avait, c'est vrai, il y avait eu des baisses budgétaires, on était plus concentré sur des opérations extérieures, mais on a vu monter en puissance les opérations de haute intensité et le réinvestissement qui me préoccupait beaucoup depuis longtemps d'ailleurs, le réinvestissement des grandes puissances, la Chine, la Russie en particulier, a appelé l'attention. Donc on peut dire qu'aujourd'hui notre pays a une bonne capacité de résilience et que la reconstruction d'un outil complet et résistant sur le long terme est en train de se faire. Mais ça va demander encore plus d'efforts que ce qui était prévu. Et ça, c'est dans l'équation budgétaire du pays, c'est pas simple. Mais on l'a entendu souvent, certains parlementaires l'ont dit très clairement, en cas de conflit, la France pourrait manquer de munitions. Vous confirmez ou pas ? Alors après, tout dépend de la nature des conflits de haute intensité. Bien sûr. On voit aujourd'hui les Russes qui tirent beaucoup de missiles. Il y a un certain nombre qui fonctionnent pas déjà. Donc si on a des outils qualitatifs, ça permet aussi de limiter le nombre. Après, il y a tout un processus de choix des cibles, etc. Mais de toute façon, c'est vrai que quand on fait des coupes budgétaires comme les armées en ont subi pendant des dizaines d'années, le premier poste qui est pris à partie, c'est les rechanges et les munitions, en se disant bon, on aura toujours le temps après. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas, les munitions sont plus complexes, on n'a pas le temps de reconstruire, on peut pas faire un effort de guerre comme ça instantané pour remettre à niveau les munitions. Donc c'est un vrai souci, c'est un vrai sujet. Quel est le niveau satisfaisant des munitions? Et je pense que ça va être vraiment l'effort qui va être porté dans les quelques années qui viennent, à la lumière de cette expérience. Général Paloméros, demain c'est aussi donc la journée de l'Europe. Est-ce que l'Europe de la défense pèse suffisamment dans l'OTAN? Est-ce qu'il faut renforcer l'industrie européenne de défense? Alors c'est deux questions qui sont connexes. L'Europe de la défense, elle pèse de facto puisque il y a 21 pays de l'Union européenne qui appartiennent à l'Alliance qui en compte 30 et des grands pays comme la France en particulier qui est la seule puissance nucléaire européenne d'ailleurs maintenant, depuis que la Grande-Bretagne a quitté le giron de l'UE. Mais non, les Européens en tant que tels ne pèsent pas parce pour l'instant, ils ne font pas front ensemble et ils n'ont pas même si des efforts sont faits en ce moment, mais ils n'ont pas une politique commune de défense. La France, il faut le rappeler, qui n'a pas envoyé d'hommes en Ukraine, seulement des armes, encore récemment d'ailleurs. Comme tous les autres grands pays occidentaux, y compris les États-Unis. Hein. Je crois que l'envoi d'armes de qualité qui correspondent aux besoins des Ukrainiens pour faire face à l'offensive russe, c'est ça l'enjeu. Et la France, me semble-t-il, fait son métier, pas à la hauteur des Américains, mais ça aussi, les Américains dépensent 750 milliards de dollars par an pour leur budget de défense. Nous, entre 45, bon, ça fait le ratio, si vous voulez. On devrait faire plus ou pas? De toute façon, c'est prévu. Dans la loi de programmation qui avait été créée en 2017, il y avait un effort qui était fait jusqu'à 2022, et ensuite une pente pour monter vers les 2% du produit intérieur brut. Donc cet effort, il avait déjà été reconnu. À mon sens, il va falloir l'amplifier. Ça va être les leçons à tirer du conflit ukrainien. Malheureusement, oui, il faut remonter en puissance. On n'a pas vraiment le choix. Il faut le faire de manière coordonnée avec nos alliés au sein de l'OTAN, au sein de l'Union européenne. Il faut faire travailler l'industrie de défense. Il n'y a pas de raison qu'on ne s'appuie que sur des matériels américains. Je parle pour les autres pays européens. On a tout ce qu'il faut en Europe pour faire bien et pour s'équiper. Donc ça va ensemble, si vous voulez. Les valeurs communes et les intérêts communs doivent normalement marcher main dans la main. Donc on a besoin d'une industrie de défense européenne solide. L'ancien chef d'état-major de l'armée de l'air et ancien commandeur suprême de l'OTAN, le général Jean-Paul Paloméros, ce matin sur Europe 1. Grand merci à vous, merci beaucoup, bon dimanche. Merci, bon dimanche à vous. Europe Matin Week-end, Thierry Dagiral.